Voilà, justement, on est en train de parler du Caire, des transformations de la capitale depuis qu'on l'appelait le Fostat à la période islamique, mais aussi jusqu'à la nouvelle capitale administrative. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Aïda Ney, professeur d'architecture et d'urbanisme. Bonjour. Bonjour. Alors justement, professeur, dites-nous, de l'attente de Fostat au tour intelligent de la nouvelle capitale, comment l'ADN du Caire a-t-elle été construite et surtout, comment elle a-t-elle survécu à tout ça? Alors toujours, l'ADN des Égyptiens, c'est assez riche en tant que culture et en tant que... on est assez distingué sur tout le niveau des domaines variés, mais aussi si on parle de l'histoire et de la création de Fustat, alors une ville qui date de 641, alors plus que 1300 années à présent ou plus, il y a toujours ce relief avec tout ce qui est au sein du Caire, autour du Nil, une ville qui est construite sur le désert mais qui est de proximité du Nil toujours. Et toujours c'était avec une mixité d'activités sociales intégrées. Ce n'est pas seulement une cité islamique dans le sens que les mosquées formaient un centre dans ce quartier, mais aussi les activités culturelles qui donnaient l'essence de toute cette image, de tout ce tissu urbain organique qui s'est formé dans la ville de Fustat. Et justement, comment cette ville a-t-elle évolué à travers les temps? C'est-à-dire que Fustat, on est parti de quoi? De simples tentes? C'était surtout une extension de Qatar 1, de la ville de Qatar 1, mais avec une intention d'avoir cette richesse de travaux artisanaux, d'échanges, de commerce. Alors c'était aussi un modèle cosmopolitain dans le sens, si on pouvait dire, parce que on a toujours reçu des visiteurs et des résidents même du nord de l'Afrique ou de l'Asie aussi. Alors, vous trouvez au sein de Fustat des noms qui projettent des cultures variées, des mixités de services qui sont bien établis et quelques-uns s'étendent même jusqu'à présent. Alors, ça a subi une évolution un peu thématique parce qu'il y a la période, bien sûr, fatimide et puis mamelouk et ottomane. Alors, on voit aussi l'évolution du mosque, non seulement d'un lieu de culte, comme un lieu de culte, mais aussi de tout ce qui est des manifestations d'enseignement, d'échanges culturels et dans les éras qui suivent, on trouve aussi les complexes mamelouks qui existent aussi. C'était toujours une ville, oui, encasée avec les murs et les portails qui sont assez connus jusqu'à présent, mais c'était une extension, comme je viens de dire, de Qatar. Et puis, par suite, on a aussi subi une autre évolution vers les années 19, dans le 19e siècle. Alors là, on commence à parler du Caire contemporain. Et avec la transition du Caire médiéval aussi, on voit le changement, mais toujours avec une mixité culturelle, là où on a aussi reçu d'autres interventions peut-être plutôt européennes, comme le Caire haussmannien, mais ça reste toujours en relief. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on a... Comme vous l'avez très bien dit, effectivement, on a eu des influences venant d'un peu partout, mais on a gardé notre identité. C'est-à-dire que, si mes informations sont bonnes, Fustat a été construite aussi avec des pierres, les mêmes pierres que les pyramides. Certaines mosquées ont été construites avec les mêmes blocs de pierre, et parfois même, certaines mosquées ont des hiéroglyphes qui sont gravés sur ces pierres. Et même parfois aussi des parties des temples gréco-romains. Alors c'est une mixité qui indique cette idée de cosmopolitanisme et d'échange culturel qui existe et qui garde et qui présente vraiment l'identité de cet échange assez riche sur le niveau culturel et social en même temps. Donc on n'avait pas cette idée de supprimer la culture précédente pour imposer la nouvelle. Non, c'est vraiment une continuité.
c'est toujours une extension et même on peut le voir même sur le tissu urbain. C'est-à-dire si je pars du sud de Gizeh et je traverse le Nil vers le désert mamelouk et puis vers le Caire fatimide et en continuation de ce qui se passait au-delà du Caire Rédival vers Abbasiyya et en continuation aussi vers Héliopolis. Alors c'est une extension, c'est quelque chose qui caractérise le Caire. On fait des extensions continuelles, mais on reste toujours en relief avec ce qui était dans nos routes, dans nos racines, c'est-à-dire c'est bien intégré dans la culture égyptienne et de toutes les cariotiens surtout. Et la population dans tout ça, est-ce qu'elle évolue également avec le paysage urbain? C'est toujours une nécessité de manifestation sociale qui exige cette transition. En fait, si on regarde les nouvelles extensions du Caire, et là, il y a une population qui est double ou triple la concentration du peuple qui reste au centre du Caire. Mais c'est toujours une richesse d'être en relief, de voir qu'est-ce qui se passe là-bas, de visiter les monuments, non pas seulement comme un héritage ou des lieux d'héritage ou de patrimoine, mais aussi pour bien adhérer à la culture qui existe et qui fait partie de notre personnalité aussi. Quand est-ce qu'il y a eu ce déclic dans l'histoire du Caire, du Grand Caire? Quand on voit les paysages, quand on voit le paysage urbain, on voit effectivement qu'on peut démarquer certains quartiers par leur histoire. Mais à partir de quel moment où on a commencé à ne plus penser au beau ou de laisser une empreinte, on va dire, culturelle, c'est lorsque il y a eu cette explosion de la population qu'on a arrêté à penser à l'architecture, au domaine de l'architecture? Alors, il y a plusieurs aspects parce que c'est vraiment une question qui est assez complexe. En tant que résident, on a un rôle là-dessus, la culture, comment on a été élevé ou cultivé. Est-ce qu'on se détache tout à fait de tout ce qu'on a ou on est toujours en relief avec ce qui existe? Mais c'est surtout, comme vous venez de mentionner, là au Caire fatimide ou même jusqu'au ERA de 1930-1940, même au début de Héliopolis, à Abbasiyya, vous pouvez trouver des maisons, des mentions qui étaient bâties toujours en pierre. Soit des pierres calcaires ou celles qui venaient à peu près de la même typologie que les pyramides. Je ne peux pas dire que c'est exactement de ce monument là où on doit vraiment préserver toute la richesse qui existe, mais avec cette extension et cette explosion de comment utiliser le béton et comment partir sur des étages plus élevés. Alors ça a commencé à changer l'image de la ville, les nécessités qu'on a, les besoins, les transitions digitales, les technologies qu'on utilise. Et alors, je crois que c'est vers les années 50-60 qu'on a commencé à sortir même du Caire Rédival vers Héliopolis et plus tard Medinat Nasr, Sheraton, et là on est sur toutes les nouvelles extensions du Caire. Le vrai challenge, c'est d'inciter les nouvelles générations qui ne savent pas, qui n'ont même pas vu le Nil ou qu'ils visitent les pyramides une ou deux fois durant leur parcours même éducatif ou tel, c'est de mentionner et de bien trouver des liens culturels, peut-être avec des inspirations, des activités culturelles qui projettent sur la richesse du Caire, soit fatimide ou du Caire rédival même, parce que la richesse, la vraie richesse, c'est que toujours on fait des extensions et on garde l'original. C'est ça. Alors on peut toujours y retourner, on peut toujours s'y connecter. Et ce n'est pas quelques villes, par ailleurs, on construit des villes sur des ruines. Oui. Mais dans notre cas, nous sommes assez chanceux d'avoir l'origine qui existe et de voir les évolutions et de garder cette transition qui reflète les changements, les transitions et le dynamisme du peuple égyptien toujours. Alors, est-ce aussi c'est pas un problème de moyens? Les matériaux coûtent beaucoup plus cher
et donc pour faire des économies, on préfère construire des bâtiments qui n'ont peut-être pas, qui ne sont pas beaux esthétiquement, mais qui font l'affaire. Vous avez un peu raison, mais si maintenant vous pensez à construire une maison dans les extensions nouvelles et vous voulez bien la construire avec la pierre, ça coûtera encore cher. Parce que l'artisanat, les ouvriers, la transportation, l'articulation des pierres elles-mêmes, l'ingénierie qui vient dans cette complexité, on les trouve rarement dans notre environnement à présent. Néanmoins, la vitesse qu'offre le béton, les vitres en glace qui reflètent un peu tout ce qui est contemporain et tout ce qui est moderne. Alors c'est ça le vrai challenge, mais c'est bien d'avoir la capacité de penser dans les deux manières et de replacer une autre fois les matières et les ressources qui se trouvent au sein de l'Égypte partout et de commencer à les redéployer. Pour vous, en tant qu'experte, quelle est la période où on peut dire c'était l'apogée de l'architecture au Caire? Quand est-ce que vraiment le Caire a été le plus connu pour sa beauté architecturale? Alors, je peux dire qu'il existe plein d'architectes égyptiens. Si je n'arrive pas à citer tous les noms à présent, mais c'est l'ère des années 70. Et il existe déjà un bon archive sur tout ce qui est bâti par des architectes égyptiens et qui présente une architecture esthétique et qui reprend un peu les éléments distinctifs de l'architecture égyptienne, non pas seulement en tant que matériau, mais aussi avec cet aspect d'esthétique et qui correspond aussi aux vrais besoins et de l'adaptation aussi climatique. Alors, je crois que oui, c'était les années 70. 70. Oui. 60-70 comme ça. Et est-ce qu'on est un cas unique? C'est-à-dire que quand on voit le Caire, effectivement, il y a un bazar énorme en termes architecturaux. C'est-à-dire que on peut aller dans un coin, ça nous parlera d'une certaine époque, dans un autre coin d'une autre époque encore. On a toutes les époques en fait visuellement. C'est juste, c'est vrai, parce que toujours on a eu toujours cette connexion avec l'Europe, avec des architectes européens même. Oui, ça a commencé avec l'ère du Caire médiéval dans le 19e siècle. Avec Mohamed Ali. Avec Khedive Ismail aussi. Et plus tard, alors on peut distinguer bien une architecture qui correspond au style de Renaissance, de baroque même. Et puis plus tard, vers Héliopolis, c'est un peu sur le revival de l'architecture néo-islamique. Mais en tant que transition, vous pouvez trouver à Zamalek, à Rouda, sur ces deux îles, vous pouvez trouver aussi un style d'électicisme. Alors, électicisme, vous pouvez trouver cette mixité et qui marque aussi l'intégration de plusieurs architectes européens qui ont aussi créé un peu cette mixité, cette variété, cette richesse qui existe dans le Caire. Alors, l'architecte le plus ancien et le plus célèbre est égyptien. Avec tous les temples et les pyramides que nous avons, c'est l'Égyptien. Qu'en est-il de l'architecte d'aujourd'hui? Est-ce que l'Égyptien a la même réputation que d'antan? Alors, en fait, c'est l'architecte égyptien est dans une compétence internationale. Il peut réussir ici ou au sein de l'Égypte où on performe de l'architecture par des architectes égyptiens sur tous les pays du monde, c'est vrai, en passant par Hassan Fathi aussi. Alors là, vous pouvez trouver des travaux au Mexique, à la Grèce et même sur la région arabe aussi. Mais si on parle d'une manière contemporaine, c'est une difficulté de
de déploiement de ressources, d'une idée de stéréo-autonomie qui se trouve sur les nouvelles extensions. Alors on n'a pas vraiment le luxe que sur quelques bâtiments, peut-être d'un aspect public qui sont surtout à la nouvelle capitale. Alors là où on peut voir des exemplaires qui projettent sur cette manifestation. Alors, comment parvenir à un équilibre justement entre le développement urbain et la préservation du patrimoine? Alors, on doit surtout commencer par les nouvelles générations. Alors, soit les nouvelles architectes, ou soit parce que l'architecture, ça sert toujours à un service social. Alors, on doit réinitier, réétablir cette idée de connexion durant les étapes d'enseignement, ou peut-être plus tard par les médias aussi, de bien intégrer ce discours de patrimoine sur tous les niveaux. Parce qu'on est toujours en relief, ça existe, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors vous avez mentionné il y a un instant la nouvelle capitale administrative. Effectivement, comme son nom l'indique, c'est une extension de la capitale, le Caire. De votre point de vue, a-t-elle réussi à constituer une extension de l'identité égyptienne, ou représente-t-elle juste une rupture avec celle-ci? Regardons la nécessité d'avoir cette transition et l'importance de préserver le patrimoine qui existe au sein du centre-ville ou sur le Caire fatimide. Et c'est une nécessité de dégager un peu la pression sur l'infrastructure et sur le tissu urbain et sur les services qu'on a au centre-ville pour mieux trouver des opportunités de préserver et de mieux adapter ce qu'on a comme héritage patrimonial au sein du Caire. Et là, sur l'image que la nouvelle capitale nous présente, c'est un projet qui dit que oui, on est préparé pour un avenir qui est plus riche, qui est plus compétent, mais toujours le relief doit être avec cette nouvelle génération qui va s'y intégrer, et de trouver toujours des lieux de culte, des manifestations sociales qui reflètent et qui intègrent toujours la richesse qui existait ou qui existe toujours en continuation de ce qui est au centre du Caire. Alors, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas vu la carte géographique de notre pays, il faut dire que les Égyptiens, depuis la nuit des temps, aiment se rapprocher du Nil. C'est comme s'ils avaient une certaine crainte du désert, ce qui fait que toute la population est condensée au niveau du Nil, laissant des territoires vastes et malheureusement parfois sacrifiant des vastes terrains verts. On en a de moins en moins dans la capitale, car les Égyptiens veulent rester dans la capitale et plus proche du Nil. D'où vient cet intérêt et ce rapprochement C'est toujours l'idée de l'eau. C'est une source de vie. Alors, même si on part à Fostat, dans le temps, c'était déjà un désert. Mais on s'adaptait avec les ressources de l'eau souterraine, des sables, alors l'élément intégrant de comment avoir le service de l'eau comme partie de toutes les activités quotidiennes, ça a été réadapté. Et maintenant, on est dans une ère de technologie, de ressources qui facilite beaucoup. Alors un peu d'ingénierie, un peu de mindset pour aider le peuple à s'adapter, à plus s'intégrer, parce qu'il y a tant d'infrastructures et de travaux qui facilitent cette extension. Et dans un temps, je crois qu'on va être tout à fait connecté avec, de l'autre part, il y a 50 km, on va être à Suez, et de l'autre côté, c'est 50 km, on est au centre-ville du Caire, ou surtout sur le Nil. Alors je crois que même la localisation de la nouvelle capitale, c'est un bon choix qui peut vraiment réaliser ce qu'on venait de dire au début, que c'est toujours une extension, ce n'est pas une distinction. Et puis, alors c'est
accumulation et une extension de toutes les activités sociales et des infrastructures, mais toujours en restant en relief avec tout l'héritage et la richesse du patrimoine égyptien. C'est vrai, quand vous étiez en train de parler, ça m'a rappelé également que lorsque, dans les années 80-90, lorsqu'on a commencé à parler du projet du 6 octobre, les gens avaient peur. Ça restait désert pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les gens sont au 6 octobre. Donc c'est vrai que vous pensez qu'avec le développement des technologies et avec l'explosion démographique dans laquelle nous sommes actuellement et le besoin d'avoir des espaces plus vastes, les Égyptiens commencent à sortir du Caire et commencer à découvrir d'autres espaces. Ils sont plus, on va dire, plus ouverts au changement. Je crois oui, on s'adapte. C'est ça la culture égyptienne, on s'adapte. Mais en s'adaptant, c'est aussi comment il y a cette idée d'offre d'emploi, de services de qualité. Effectivement. Et là, quand il y a une nouvelle cité, c'est pas en premier temps qu'on va dire oui, c'est une activité qui c'est là où je peux aller vivre et travailler. Je fais un aller-retour pour plus de 40 km, mais dans le temps, on s'adapte. Si on trouve bien tous les services et toute l'adaptation, surtout sur le changement climatique aussi, alors de la verdure, ça nous donne une adaptation aussi. On est plus sur le désert tout à fait. Et puis tout ce qui est des antennas, par exemple, d'activités, comme vous venez de mentionner le 6 octobre. Alors l'antenna de l'établissement de médias, c'est aussi un réseau d'émissions de culture dans le temps, et peut-être de l'autre part maintenant sur la nouvelle capitale aussi. Alors comme ça, c'est une continuation de la vraie identité culturelle, sociale et des échanges et d'offres d'emploi qui peuvent exister sur les nouvelles extensions du Caire, surtout soit à l'est, à l'ouest, mais toujours on peut trouver ce modèle assez réussi, puisque sur toutes les villes de l'Égypte, on peut trouver des extensions toujours, mais l'échange de culture et la continuation de cet échange, ça va rester comme un but qui doit être accompli. En tant que professeur d'architecture et urbanisme, est-ce que vous voyez que vos étudiants sont intéressés par la préservation du patrimoine égyptien? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne toujours. Là où je travaille, c'est dans les nouvelles extensions, mais on retourne toujours avec des exploitations et des découvertes sur l'origine de là où on est. Même en tant que matériaux de construction, on travaille avec des modèles 1 à 1 de construction effectivement en pierre au sein du Caire islamique. Et ça donne le sens aux jeunes générations, parce que je les considère toujours, si tu choisis de faire de l'architecture, c'est une façon de vivre, une façon de penser, alors de s'intégrer à toutes les ressources et toute l'identité originale et authentique du peuple égyptien. On fait ça non seulement au sein du Caire, mais on part à Siwa, même à Damietta. Alors, on visite pour comprendre plus la richesse qui a bien formé l'identité égyptienne. Et dans votre cursus donc académique, il faut qu'il s'intéresse à l'histoire de l'Égypte dans son intégralité pour comprendre ces transformations? C'est effectivement une nécessité, parce que on peut toujours être inspiré par des modèles artistiques européens, mais si on regarde plus au sein de l'Égypte, on va trouver tout. C'est vrai. C'est vrai que quand on part du point le plus au sud de l'Égypte jusqu'au point le plus au nord, on trouvera la variété de la richesse architecturale égyptienne. Mais vous, en tant que spécialiste et expert, quel est, votre monument préféré, là où vous restez devant ce monument et vous dites « Ah, ça c'est l'architecture égyptienne ». Alors, ça c'est une question assez difficile parce que
toujours, il y a de nouveau. Il y a toujours de nouveau, même la façon quand je regarde un temple que j'ai visité il y a vingtaine d'années et que je viens de revisiter à présent, j'ai un nouvel œil sur la manière de construction, sur l'art, l'aperture qui existe, si on parle de l'Égypte ancienne, mais un monument typique et qui est assez contemporain et qui me touche vraiment, c'est la Bibliothèque Alexandrina. Alors, c'est une manifestation contemporaine, mais qui reflète une culture et une importance qui est bien, comment dire, elle a réussi établie. Exactement. Elle est bien établie au sein d'Alexandrie elle-même, avec sur l'histoire, sur la modernité, sur la manière dont elle est construite, sur les matériaux même de construction et tout le mur qui l'encase, qui vient typiquement de Assouan. Alors, c'est cette projection que j'aimerais bien toujours revisiter et revisiter. C'est vrai que vous avez choisi effectivement un très beau monument, un très beau site qui effectivement, je pense qu'il a réussi à marier tout ce qui fait la particularité de l'art égyptien en un monument avec. On a l'impression que ce sont de simples choses, mais en fait non, elles ont été travaillées, pensées, et c'est vrai que c'est un édifice magnifique. Et justement, ça fait partie de vos programmes de visite avec vos étudiants? Oui, mais il n'est pas dans les 2 dernières années, parce qu'on s'intéresse plus sur les matériaux locaux avec les capacités de ressources qui se trouvent au sein de l'Égypte, mais on doit le faire. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire en début d'émission, mais bonne année à vous. Merci à vous d'avoir été des nôtres, docteur Aïda Ney, professeur d'architecture et urbanisme. Ça a été un plaisir de vous accueillir avec nous sur notre plateau Bonjour l'Égypte. Bonjour à vous et merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la TV internationale. Au revoir.